Alors, donc, si j'ai bien compris, vous n'avez pas fait IMRA. Non, je ne l'ai pas fait. Voilà, je note que ça n'a rien changé à votre humilité. Non, non, mais ce n'est pas de l'humilité. Je dis bien, nous avons trouvé un artiste qui était prêt. Et d'ailleurs, il a dit sur un plateau de télé, il a dit le jour que moi, je vais aller au Palais de la Culture, ce jour-là, Michael Jackson va se lever. Mais quand il le disait, c'était pas... s'il avait les moyens de... Bonjour, Monsieur Dakouri. Bonjour la voix. Comment vous allez? Très bien, vous-même. Très bien également. Heureuse de vous retrouver pour cette interview. Qui êtes-vous et que faites-vous dans la vie? Je suis Niago Dakouri Stéphane, comme vous l'avez dit, connu sous le nom de Stéphane Dakouri, ingénieur polytechnicien de l'INP, précisément du CETIG, puisqu'à l'INP, il y a plusieurs étoiles. Mon diplôme de premier cycle, je l'ai obtenu à l'université de Cocody, au DEUPCF, c'est une filière professionnelle des sciences d'économie et de gestion. Ma carrière professionnelle a commencé en 2010 dans un cabinet d'expertise comptable et d'audit, où j'étais auditeur financier au sein du département audit et commissariat aux comptes. En 2015, j'ai été débauché par un groupe de 5 PME comme contrôleur financier groupe. En 2017, toujours dans la même structure, je suis passé DAF Group. Et en 2019, j'ai été promu directeur général adjoint en charge de l'une des sociétés du groupe. D'accord, c'est un parcours assez atypique, marqué par une constante progression. Qu'est-ce qui vous a le plus marqué dans ce parcours? Ce qui m'a le plus marqué, c'est mon passage en audit. Mon passage dans le cabinet d'audit, parce que ça a littéralement changé ma façon de fonctionner, ma façon de travailler. J'ai su devenir quelqu'un de plus méthodique, quelqu'un de plus précis. Pourquoi? Parce que quand vous êtes très jeune et que vous devez aller auditer des personnes qui ont parfois votre âge en expérience, ça demande beaucoup d'humilité et beaucoup de précision. Aussi, l'audit m'a permis de comprendre que, quelle que soit la structure, quelle que soit la façon dont vous fonctionnez, la clé de la réussite reste l'organisation. Pourquoi? Parce que vous pouvez avoir affaire à deux sociétés qui évoluent dans le même environnement, dans le même secteur d'activité. Et quand vous auditez les deux, vous vous rendez compte qu'il y a une différence. Et tout de suite, vous remarquez que la société la mieux organisée, c'est celle-là qui réussit le plus. Donc, le secret de réussite de toute entité, de toute entreprise que l'on veuille bien faire, pour moi, ça reste la clé, ça reste l'organisation, la bonne organisation des ressources dont on dispose et surtout la vision à long terme. Je dis bien la bonne organisation des ressources dont on dispose. Il n'est pas question de s'inventer des ressources qui ne sont pas les siennes. Donc, c'est ce passage-là, ça m'a vraiment aidé et depuis, je fonctionne comme ça dans toute ma vie. Ok. On peut sentir la passion avec laquelle vous parlez de travail, parce qu'on a déjà eu à travailler sur plusieurs projets événementiels. C'est vrai. Je comprends donc l'origine de la rigueur et puis de la maîtrise. Alors, comment est-ce qu'on se retrouve dans la culture? Pour rappel, vous avez fait les 40 ans de Luxon Pado au Sofitel, le festival La Fiesta, et en plus de ça, vous avez révélé au grand public IMRA. Comment je me retrouve là? J'ai envie de dire, c'est la rencontre de deux passions. Tout à l'heure, je parlais de l'audit. L'audit m'a vraiment permis de prendre connaissance de mes compétences, de mes capacités et surtout, ça m'a fait comprendre mon amour fou pour l'organisation, que ce soit au niveau professionnel, qu'au niveau personnel et dans tout ce que je fais. Donc, c'est la rencontre entre ces deux passions-là, l'une qui est l'organisation et puis l'autre qui est la musique. Quand on dit musique, c'est vrai, aujourd'hui, je suis proche de beaucoup d'artistes, mais ça ne date pas de maintenant. Roselyne Layo, Yabongo, DJ Mix, c'est des amitiés pour la plupart qui datent de plus de 20 ans, de 30 ans, Frankie DiCaprio, Moulou Coucou, Bombastique. Donc, c'est ces deux passions-là que j'ai mises ensemble. Et en 2019, j'ai eu cet entretien avec mon PDG. Dans son bureau, il m'expliquait un peu comment est-ce qu'il était fier puisqu'il est vice-président de la Chambre de commerce en charge de l'éducation. Il était fier de savoir qu'il pouvait, au-delà de tout ce qui était lucratif, il pouvait participer au développement de son pays, il pouvait apporter quelque chose, il était content, tout et tout. Et c'est ce jour-là que j'ai littéralement décidé d'apporter moi aussi ma contribution au développement de notre pays et j'ai choisi simplement la musique que je connais bien, et les collectivités territoriales également, puisque je suis né à Odiné, j'ai grandi à Boaké, j'ai fait Mans, en tant qu'auditeur, on allait à Touba, à Gliké, à San Pedro, à Tabou.
Donc, je me suis concentré sur ce que je connais le plus. Donc, l'organisation et la musique, ce sont ces deux passions-là, cette rencontre qui m'ont poussé à l'événementiel. Voilà. D'accord. Alors, parlons toujours de musique. Selon vous, quels sont les problèmes de la musique ivoirienne? Il y en a plusieurs. Je ne sais pas si on a le temps de parler de tout, mais pour moi, déjà, la cause principale des problèmes de la musique ivoirienne, ça reste la formation et la vision. Vous savez, dans tout projet, il faut identifier les parties prenantes. Et quand on identifie les parties prenantes dans la carrière d'un artiste, on peut trouver quatre principales. D'abord, il y a l'artiste lui-même ou sa direction artistique. La plupart du temps, c'est la même personne, puisque lui, il se connaît mieux, il sait ce qu'il vaut, il sait ce dont il a envie, il a sa vision. Après, il y a son manager. Après son manager, on peut trouver le producteur. Après le producteur, il faut trouver maintenant le promoteur de spectacle. Donc, chacun a son rôle à jouer. Et pour moi, chacune de ces parties-là mérite quand même d'être formée à sa mission, à ses responsabilités. Chacune a ses responsabilités, à son travail, pour que chacun puisse faire son travail convenablement et surtout comme il se doit. Voilà, c'est surtout ça. Si on prend l'exemple des problèmes qu'il y a toujours entre les artistes et les producteurs, on va se rendre compte que ce n'est pas un problème qui est lié à un artiste X ou un artiste Y, c'est pas ça. C'est un problème qui est lié même à l'activité de production d'artistes en Côte d'Ivoire. L'artiste estime au départ que le producteur veut s'accaparer tous ses revenus. Le producteur estime que l'artiste n'est pas reconnaissant parce que il a investi beaucoup d'argent. Il a fait un choix déjà d'investissement parce qu'il y a tellement de choses dans lesquelles il aurait pu investir, mais il s'est retrouvé à produire un artiste. Et après, il n'a pas fini de récupérer son investissement, que le temps du contrat est fini. Et quand le temps du contrat finit comme ça, les conditions, les clauses changent. Et très souvent, l'artiste lui-même peut changer il peut changer de producteur. Il y a plein de choses. Mais pour ce qui me concerne, donc les promoteurs culturels, les promoteurs de spectacle, il faut savoir que le rôle du promoteur de spectacle, ce n'est pas de développer un artiste. À ça, je le dis, ce n'est pas de développer un artiste. Le rôle du promoteur de spectacle, il trouve un artiste qui est là, qui a déjà sa fanbase. Ils mettent ensemble un projet commun qui va durer dans un court temps et qui doit être profitable pour les deux. Donc, si vous n'avez pas de vision claire de ce que vous devez faire, si vous n'avez pas identifié de façon très claire qu'est-ce que vous devez gagner, qu'est-ce que vous cherchez, ah ben, je vous promets qu'après, ça part en clash. Je vais donner un exemple. Un proche est venu me voir une année, il voulait que je l'aide pour un de ses concerts. Et il m'a dit, j'ai besoin de ton organisation, puisque j'ai mes matrices que je mets en place pour les budgets, tout et tout. Et je lui demande, ça va te coûter combien le projet? Il ne sait pas. Je dis, ça va te... tu espères quoi? Il ne sait pas. Tout ce qu'il sait, c'est qu'il y a un artiste qui est en vogue et qu'il veut faire son concert. Donc, on s'est assis, je lui ai demandé, voilà, c'est quelle salle? Il a dit, Palais de la Culture. Palais de la Culture, salle Anoumambo, c'est 2551 places. Oui. On dit 4000 places, mais c'est la capacité maximale quand on reste debout, tout et tout. Donc, on renseigne ma matrice. Et quand on renseigne, on se rend compte que théoriquement, je dis bien théoriquement, il est censé gagner 32 millions. Et de façon très claire, toutes les charges dans lesquelles il s'est engagé font 45 millions. Oh. Vous voyez, donc du coup, quand il a cette information, il aurait fait, avant de signer son contrat, qu'est-ce qui allait se passer? Il allait être plus préparé. Il allait savoir que s'il n'a pas de sponsor, il risque de se retrouver endetté. Mais il ne l'a pas fait. Et quand je dis les produits, ben les produits, c'est ce qu'on espère. Donc, ce n'est même pas encore sûr. Donc, 32 millions, vous pouvez vendre la moitié des tickets, les 2 tiers, après, ça peut dégringoler. Mais les charges ne vont pas bouger. Vous avez signé avec le logisticien, vous savez combien vous lui devez. Vous avez signé avec l'artiste, vous savez combien vous lui devez. Vous avez signé avec la main-d'œuvre, vous savez également comment vous le... Donc, toutes vos charges sont certaines pendant que vos produits sont incertains. Donc, comment faire tout ça? Ça a été le cas aussi avec Imra, quand tout le monde dit, voilà, nous avons trouvé un artiste qui était prêt à la réussite. Je dis bien, nous avons trouvé un artiste qui était prêt. Et d'ailleurs, il a dit sur un plateau de télé, il a dit le jour que moi, je vais aller au Palais de la Culture, ce jour-là, Michael Jackson va se lever. Mais quand il le disait, c'était pas... s'il avait les moyens de faire son concert, mais qu'est-ce qui allait se passer? Il allait aller le faire. Mais quand il disait le jour où je vais aller,
c'était une manière de demander un appui à des personnes qui pouvaient croire en lui. En lui. Voilà, donc nous avons trouvé un artiste qui était prêt. Il était vraiment prêt au succès. Il était vraiment prêt. Donc voilà un peu des problèmes qu'on peut trouver. Et là-dessus, je vais vous rassurer, j'ai commencé. J'ai commencé à écrire un livre sur la musique ivoirienne. Voilà. Sur la musique ivoirienne, un livre qui est un peu... qui fait l'état des lieux, qui recense les problèmes et surtout qui apporte des solutions. Naturellement, dans ce que je viens de dire, l'une des solutions, c'est que sans appui institutionnel, la musique ivoirienne sera toujours sous-exploitée. Ça, c'est clair. Ça, c'est clair. D'accord. Alors, donc, si j'ai bien compris, vous n'avez pas fait IMRA? Non, je ne l'ai pas fait. Voilà, je note que ça n'a rien changé hein, à votre humilité. Non, non, mais ce n'est pas de l'humilité. Je ne l'ai pas fait. D'abord, bon, aujourd'hui, je ne l'ai jamais fait, mais je vais parler de comment... je vais parler de ce projet-là. Parce on veut savoir. On veut tout savoir. Il y a beaucoup de... C'était tellement passionnant qu'aujourd'hui, je vais parler. Déjà, comment je choisis IMRA? En décembre, je crois, 30 décembre 2023, on organise un dîner de famille avec des amis. Il y a des amis que je peux citer, Jean-Marc Ablo, qui est dans le sponsoring. J'ai des amis qui sont également dans le sponsoring. Cédric Yao. Donc, ce jour-là, on parle. Et puis, il me demande, mais Stéphane, le promoteur culturel 2024, on doit s'attendre à quoi? Puisqu'il y a Sini Festa. Et un temps, je parlais beaucoup de Akegagnoye. C'est aussi un carnaval que j'ai monté. Et je leur ai dit, 2024, ce sera pour moi une année particulière parce que là, je veux faire des spectacles. 2024, je rêve de créer des spectacles parce que j'ai l'impression que les spectacles auxquels on assiste sont trop morts, c'est trop plat. On arrive, on se lève, on s'en va. On vient regarder un artiste, on ne retient rien. On vient, juste qu'on a passé 3 heures, 4 heures. Et j'ai envie de créer quelque chose. Donc, j'ai recensé certains artistes. Je salue d'ailleurs mon papa, et Gagui Sely. Il y avait Gagui Sely avec qui je devais travailler sur ce projet. Je pensais aussi à faire mix avec un concert. Je pensais à faire plusieurs artistes. Et puis, l'un d'entre eux m'a dit, mais il y a le jeune Imra qui n'est pas mal. J'ai dit, Imra, on dit oui. J'ai dit, mais Raïm, on dit oui. J'ai dit, Raïm, on dit oui. J'ai dit, mais Raïm, c'est mon fils. Puisque c'est le petit frère de mon pote avec qui je suis tout le temps. Mais de façon très claire, Raïm que je vois, on est de 2 univers différents. Moi, je ne suis pas rapivois, je suis zouglou. Donc, quand on dit Raïm, moi, j'ai le sentiment de fierté que quelqu'un me dise, oui, mais il est bon, tout et tout. Et encore, je me dis, mais waouh, j'ai raté quelque chose parce que je connais Raïm je connais l'artiste en tant que Raïm, donc on a nos relations. Et puis, je ne connais pas rien de sa musique. Et comme dans la vie, il faut écouter. Quand je quitte là, je m'assois. Et puis, je vais sur sa page. Je m'abonne. Il a 332 000 abonnés. Déjà, pour moi, c'est un choc. Je dis, mais Raïm a 332 000 abonnés. Il dit, ouais, je suis content. Je vais plus loin, je vais sur YouTube. Raïm a encore 300 et quelques mille abonnés. Je dis, mais c'est comme ça, il est bon, tout et tout. Et je fais mes recherches. Parce que quand on a l'information, on a le pouvoir. Donc, je fais mes recherches et je tombe sur... il est nominé au Koura. Ah oui, je vais vous dire, je ne sais plus où est-ce que c'est arrivé cette histoire. Mais je vois que déjà en 2024, 31 décembre 2024, il était nominé au Koura. Donc, quand je fais le moteur de recherche, je vois Raïm Imra. Je dis, bon, d'accord, c'est très bien. Ça, c'est déjà très bien. J'étais déjà content. Je dis, waouh. Mais ce qui va me marquer le plus, c'est qu'il a une vingtaine de clips. Je me dis, mais attends, l'enfant, il est engagé, en fait. Il adore sa chose. Je regarde des clips de grande qualité qui tous stagnent à 300 000 vues, 300 000 vues. Je dis, mais c'est déjà beaucoup. Chaque 2 semaines, il a un clip qui sort. Chaque 2 semaines, il a un clip qui sort. Et je vais maintenant sur sa page. Quand Raïm poste quelque chose, en 2 heures, il a 1000 et quelques partages. Il a 2000 et quelques likes. Je vais faire l'audit marketing de sa page. Je me rends compte que il a une fanbase qui est énorme. Ouais. La fanbase est énorme. En 2 heures, quand il poste quelque chose, en 2 heures, il atteint le pic, et puis après la 3e heure, ça stagne. Ça veut dire simplement, si on doit l'analyser, ça veut dire qu'il a des personnes qui le suivent de près. Quotidiennement. Qui le suivent de près. Donc, dès qu'il fait quelque chose, ils sont dessus. Et puis, quand ils atteignent leur pic, quand il n'y a plus personne d'autre qui arrive, ça stagne. J'ai dit, bon, d'accord. Donc, si dans ces 300 000 abonnés,
on ne trouve pas 4000 personnes pour faire le palais de la culture, c'est qu'il y a un problème. Donc, le pari, il est bon. Je ne m'arrête pas là. Donc, je l'appelle. Je lui dis, écoute, je veux faire le contraire. On va faire un concert. Il dit, Levier, si tu as fait ça, vraiment, c'est Dieu qui a te béni. J'ai dit, OK, mon petit, là, je suis content. Mais il y a eu aussi les périodes de doute. Quoi qu'on dise, quand je finis d'évaluer le projet, je me rends compte que, hormis son cachet, on est pratiquement autour de 35-40 plaques à débourser. Wow. Comme je disais, parce qu'il ne faut pas donner des conseils et puis se pas se conseiller soi-même. Je vois qu'on a 30-35 plaques. Donc, je l'appelle. Je dis, écoute, ton cachet, c'est combien? Il donne son cachet. Raïm a fait beaucoup d'efforts pour sa réussite. Quand il fait son cachet, je prends mon ordinateur puis je lui montre. Je dis, tu vois, quand on met ton cachet là-dedans, voilà ce que ça fait. Mais est-ce que tu penses que si moi je le fais comme ça, qu'est-ce que je gagne? Parce que je connais tous les directeurs marketing des sociétés qui financent. Ce n'est pas parce que c'est Stéphane Dacoury qu'elles doivent me financer. Elles rendent compte de leur activité. En tout cas, dans ton domaine, tout le monde est bon, tout le monde te connaît, mais chez nous, tu n'es pas encore connu. Donc, moi, il y a quelque chose qu'on peut t'apporter. Il y a quelque chose, c'est comme, j'aime bien cet exemple, c'est comme si vous passez dans une cuisine, et puis il y a une marmite qui est hermétiquement fermée. Mais la nourriture, là-dedans, elle est cuite. La sauce, elle est cuite. Vous savez, quand vous allez retirer le couvercle, ce qui va se passer? L'odeur va se répandre. Mmh. Donc, Raïm, voilà ce que moi, je peux t'apporter. Tu as juste besoin d'être mis en lumière de la meilleure des façons pour que tout le monde se rende compte, pour que ta fanbase, pour que les choses passent bien. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Ce que tu me demandes, c'est bien. Même pour toi-même, voilà. Raïm n'a pas discuté une seconde. Il dit, Levier, allons-y. Mais la peur ne s'est pas arrêtée là. Raïm est quelqu'un de très timide. Il est très, très poli, très respectueux. Et donc, on en parle début janvier, et puis je pars en voyage, plus rien. Donc, il est là, il m'appelle. Ah, mais on dit quoi, tout et tout. En fait, ce que je cherchais, c'était le déclic. Je devais avoir quelque chose, puisque je devais comprendre, je devais être sûr qu'il était là-dedans. Et il m'appelle, et quand il commence à alerter tout le monde, ses parents, non, tout, quand les gens m'appellent, je dis voilà, ça veut dire que ça lui tient à cœur. Deuxième chose, c'est mon partenaire. Comment je choisis les partenaires avec lesquels je travaille? Réduction des coûts. J'appelle une société à qui je dois toute la reconnaissance, Masterclay. J'appelle Yannick, je dis, bon, écoute, Yannick, c'est un ami, on a fait la même classe d'ailleurs en seconde. Je dis, écoute, voilà le projet sur lequel je suis. Mais c'est un projet qui, normalement, n'est pas rentable. Normalement, ce ne sera pas forcément rentable. Des prévisions que j'ai, ce ne sera pas forcément rentable. Mais il faut qu'on le fasse parce que nous allons créer quelque chose de grand et c'est quelque chose qui va mettre en lumière la musique ivoirienne. Et c'est tout ce que je recherche. Ce genre de cas, on en trouve chaque 10 ans. Donc, j'en ai besoin. Il faut que tu m'aides. Si tu dois me faire une cotation normale, c'est sûr que ça explose. Mais écoute, j'ai besoin de toi, la logistique, parce qu'on veut créer quelque chose. Il dit, tu es prêt à payer combien? Je lui dis ce que je suis prêt à payer. Il dit, OK, tu es mon frère, je t'accompagne. Et quand il dit, tu es mon frère, je t'accompagne, je vous dis que c'est pratiquement le cas. J'ai eu des factures des autres sociétés, mais on n'a pas payé le quart de ce qu'on aurait dû payer pour toute la logistique que vous avez vue. On avait mis des écrans dans la cour, puisqu'on savait qu'il y avait avoir tellement de monde qu'il fallait que les gens soient un peu limités dans leur façon d'agir. On a mis des écrans dans la cour. Quand vous les voyez pomper, quand Raïm pompe, c'est parce qu'ils étaient dans la cour, mais ils voyaient ce qui se passait dans le concert. Donc, Masterclay m'accompagne. Ça ne se limite pas à ça. J'appelle mon pote Philippe Cadier, qui travaille avec Yodé Siro. J'ai dit, écoute, Phil, comme j'aime bien l'appeler, j'ai dit, Stéphane Cadier. Il dit, oui, Philippe Dacoury. J'ai dit, écoute, on travaille beaucoup dans la culture, mais chacun de son côté. Là, on a besoin d'être mis ensemble, puisque moi, je sais que je connais mes forces, je sais concevoir la chose, mais je n'aurai pas tout le temps, puisque je suis toujours en activité au travail. Je ne pourrais pas être partout, je ne pourrais pas discuter. Donc, j'ai besoin que tu sois là pour gérer l'aspect opérationnel. Par exemple, à la conférence de presse, moi, je n'y étais pas vraiment, c'est mon partenaire, c'est Philippe qui a tout fait. Donc, j'ai dit, écoute, on a Masterclay et on a Nati. Il dit, c'est qui? Je dis, il s'appelle Imra. Il dit, c'est qui? J'ai dit, non, voilà. Donc, j'envoie le lien. Il regarde, il dit, mais l'enfant est bon. J'envoie quelques vidéos de lui. Oh, mais c'est un Américain. J'ai dit, non, c'est un bon Ivoirien même. C'est un bon Ivoirien. Et je lui explique tout ce qu'on a dit, mais on peut créer quelque chose. Donc, on sait bien qu'on n'est pas là pour de l'argent. On est là parce qu'on a envie de faire la promotion de la culture ivoirienne, de la musique ivoirienne.
Et qu'est-ce qui va se passer? On est bien engagé, on se lance. Et puis un jour, des personnes qui sont en charge, vraiment des personnes haut placées dans la musique ivoirienne, tout et tout, essaient de décourager un peu mon pote. Non, ça là, ça va rien donner. Voilà, voilà, voilà. Bon, je dirais pas qu'ils l'ont convaincu, mais ils l'ont fait douter un peu. Là, on est toujours dans la période des doutes. Donc, ils l'ont fait douter. Voilà Philippe qui vient me voir. Joe, cette affaire-là, on fait comment? C'est bizarre parce que, voilà, j'ai dit, écoute Philippe, il dit oui. Je dis, lis le dossier. C'est nous, on a écrit le dossier. Hein. Tout ce qu'ils disent là, nous, on a déjà écrit. On dit que les jeunes, sa fanbase n'a pas les moyens d'acheter. Donc, les tickets seront 10 000 et 20 000. On dit qu'il n'est pas connu de toute la Côte d'Ivoire. Donc, les décideurs dans la société. On dit qu'on n'est pas venu pour créer de l'argent, mais on veut créer quelque chose. Donc, ils t'ont rien appris. C'est ce jour-là qu'on a trouvé la signature du concert. On a mis ensemble, nous conjuguons le futur au présent. Il dit, tu vois, eux, ils sont là. Pour l'instant, ils ne savent rien. Et c'est tellement normal, il faut les comprendre. Ils ont raison de douter, puisque attends, est-ce qu'on peut surprendre quelqu'un qui dort pas? C'est parce qu'ils n'ont pas la même vision de nous qu'ils ont ce comportement. Donc, rassure-toi, quand on va finir le concert, vous allez voir ce que ça va donner. Et aujourd'hui, c'est quoi? Moins d'1 an après, Raïm a fait rentrer la Côte d'Ivoire dans le top 70 des artistes les plus écoutés au monde. C'est ça. Nous étions là pour une vision. Nous n'étions pas là. Nous n'étions pas là pour de l'argent, même si nous en avons gagné. Vous voyez? Donc, je disais tout à l'heure que le problème, c'est la formation et la vision. Moi, je suis formé à la gestion des projets. Je suis formé au calcul de rentabilité. Je travaille de façon très professionnelle. Et quand je sais plus ou moins, quand je suis prêt, c'est l'anticipation, le secret de réussite. Si tout de suite, tu sais que quand tu sors de chez toi, tu vas croiser une voiture qui va passer pour vouloir te cogner, mais tu ne vas pas sortir. Donc, il faut être préparé pour pouvoir anticiper. Voilà un peu ce que je peux dire. Donc, ce n'est vraiment pas de l'humilité, c'est être réaliste. Si. Voilà, c'est être réaliste. Et c'est pourquoi ma signature en tant que professionnel, c'est art et science au service du spectacle. Et il y a le dernier chapitre, le chapitre des regrets. Moi, je n'ai pas eu de regrets. Moi, je suis satisfait. Je suis satisfait d'avoir vu plus vite ce que tout le monde n'avait pas vu. Mais il y a eu des regrets. Je vais vous donner 2 anecdotes. Pour parler d'événements, je n'ai pas de bureau. Je n'ai pas de bureau et à chaque fois que je devais rencontrer Raïm, c'était dans 2 sites, enfin dans 2 ou 3 sites. Voilà, dans 3 sites, on va dire, sur 3 sites, des sites de certains de mes amis. Donc on se retrouvait là, on parlait, enfin quand ce n'était pas à la maison naturellement. On se retrouvait là, on parlait et puis on travaillait. Mais on est rentré dans un restaurant, là, on a travaillé dans ces sites-là. Les gens savaient qu'on était en train de préparer un spectacle. Jamais un restaurateur n'a pris la peine un jour de dire, écoute, même pas Stéphane, mais artiste, je vois que tu es en concert, je t'offre un repas. Les gens ne l'ont jamais fait. Quand Imra a fait, bim, allô Stéphane, pendant ce qu'il peut venir manger au restaurant, j'ai dit, moi tu me connais, moi je dis tout, pour moi toute vérité est bonne à dire. J'ai dit, écoute, j'ai dit oui, j'ai dit, tu vois, moi je ne vais pas l'appeler pour ça. Je ne peux pas l'appeler parce que quand il a eu besoin de vous, vous n'étiez pas là. Imra a déjà mangé chez toi. Même un verre d'eau, sachant que c'était un artiste. Même un partage, vous ne l'avez pas fait. Donc, pourquoi maintenant qu'il est star, que tout le monde veut le voir, moi, je dois lui dire, écoute, c'est le restaurant d'un ami, c'est tant, vas-y. J'ai dit, écoute, vraiment, moi, c'est vraiment pas comme ça que moi, je travaille. Donc, je ne l'ai pas fait. Le deuxième regret, c'est une société, quand on cherchait les partenaires, je lui ai dit, 2 sociétés d'ailleurs, qui ont voulu nous accompagner, qui ont hésité, qui ont voulu nous accompagner, qui ont hésité. Et puis, à une semaine, il y a eu le concert de